Bonjour, aujourd'hui je suis chez Tetramédia avec Emmanuel Dossé. On va parler ensemble d'un village français qui sera diffusé à partir du 16 novembre sur France 3 et c'est les 7 derniers épisodes de la saison. Les 6 derniers épisodes. 6 derniers épisodes parce que c'est la saison 7, c'est pour ça. Saison 7, 6 derniers épisodes à partir du 16 novembre sur France 3, on en parle tout de suite. Comment ça va Emmanuel Dossé? Heureux d'avoir fini Oui. le village, heureux de faire cette interview avec toi. Ah bah génial, moi aussi je suis très contente. On s'est parfois trouvé sur La Ruche Média TV, sur d'autres émissions, et là je suis vraiment contente de pouvoir parler de cette série avec toi qui est assez importante. Quelques chiffres pour commencer, alors il y en a quelques-uns quand même. Ça démarre en juin 2009, je vous montre mes petits papiers. 7 saisons, 3 millions de personnes quand même, qui sont un peu plus. En moyenne. Fidèles, en moyenne. Plus le catch-up, on est autour des 3,5 millions, disons. 3,5 millions. Il y a eu 72 épisodes en tout et 704 jours de tournage, c'est important. C'est important. Donc ça s'est terminé récemment, le tournage, la diffusion c'est le 16 novembre. C'est un beau roman pour reprendre une chanson qui sera dans les derniers épisodes que vous allez voir, une chanson de Michel Fugain. C'est un beau roman, comment on conclut comme ça cette histoire dans ton esprit? C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Voilà. On a essayé de la conclure depuis le début. On se disait avec Frédéric, avec Philippe Tribois, avec Jean-Philippe Amar qui a réalisé ces derniers épisodes et qui a réalisé les saisons précédentes aussi. On se disait qu'il ne fallait pas rater les derniers épisodes puisqu'on peut réévaluer toute la qualité d'une série à l'aune de ces derniers épisodes. On se souvient de... J'ai envie de citer Dexter, je ne sais pas pourquoi. On peut penser à Dexter qui a été condamné, on peut penser à Lost aussi. Oui. Qui tout d'un coup on revoit et c'est pas juste cruel ou injuste pour une série. C'est vrai que faire une série c'est s'engager auprès des spectateurs qui nous suivent depuis le dont à bien finir. Alors je suis pas le mieux placé pour en parler, mais en tout cas ces derniers épisodes dont on a fini le tournage et toute la post-production là, très récemment, nous en sommes très très heureux. C'est une série qui se réinvente au moment où elle se conclut. Complètement, on parle de réinvention parce que justement, pour ceux qui sont fidèles et qui connaissent bien la série, l'écriture de cette dernière saison est assez différente. Vous avez voulu un procédé de flashback, on est parfois en 1930, en 1950, 60, 70 et aussi aujourd'hui. Quels étaient l'avantage et les contraintes de cette écriture? Ce sont des flash-forward, puisque ce sont des visions du futur. L'idée, c'était les 6 premiers épisodes de la saison étaient effectivement avec des flashbacks où on voyait nos personnages avant la guerre ou revivant certains moments de l'occupation, au moment où la dernière saison se déroule en 45. Les 6 derniers épisodes, là, on est toujours en 45 dans la majeure partie de l'action. Et puis de temps à autre, on voit nos personnages projetés dans le futur. On les voit dans les années 50, dans les années 70, dans les années 2000. On voit ce qu'ils sont devenus, qui est quand même la question que aurait pu nous poser beaucoup de téléspectateurs quand le village se finit en disant oui mais la suite et qu'est-ce qu'ils deviennent. Donc c'est une manière de répondre. Puis c'est de continuer à montrer que ces personnages sont en quelque sorte prisonniers par l'occupation, parce qu'ils ont vécu durant l'occupation. Le premier épisode de ces derniers blocs s'appelle Prisonniers de guerre, parce qu'il y a des prisonniers allemands qui maintenant travaillent ironiquement dans la série Schwartz, mais aussi parce qu'au fond, tous nos personnages sont prisonniers mentalement par l'occupation, parce qu'ils ont vécu dans l'occupation, et qu'encore en 2000, ils continuent à vivre dans cette mémoire-là, et continuent à assumer leurs actes. On continue à les interroger sur « mais qu'est-ce que tu as fait durant l'occupation ?» Et on voit aussi, grâce à l'accompagnement de Jean-Pierre Azéma, qui est le consultant historique sur un village français, on voit aussi l'évolution de la perception de l'occupation, que ce soit dans les années 50 ou dans les années 70, lorsque justement il y a un changement de perception grâce à Paxton et grâce à Jean-Pierre Azéma sur la perception qu'on a pu avoir de l'occupation, ce qui nous paraissait être, dans une série historique, assez important aussi de parler de ça. Complètement, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnages du coup qui sont et jeunes et moins jeunes et on sent vraiment le travail de mémoire qui a été fait sur cette dernière partie de la saison. Il y a un personnage qui dit « La mémoire est sélective, on pioche ce qui nous arrange ». C'est une phrase très forte prononcée
Le travail de moi, vous l'avez voulu... il est le fil conducteur de la série. Vous l'avez voulu vraiment aussi prégnant par rapport aux autres sujets qui pourraient parler de l'occupation. C'est vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rappelle de ça, comment on en parle à la jeunesse aujourd'hui? Ça faisait partie du projet dans une série historique d'interroger quelle est notre vision de l'histoire et quelle est notre vision de l'histoire en fonction des différents moments où on la vit. Au début, nos personnages en fait n'ont pas conscience d'appartenir à l'histoire. Ouais. Et puis, quand le temps passe, ils se remémorent ce qu'ils ont vécu. Alors, il y a aussi une sorte la série s'interroge elle-même il y a la mémoire de l'occupation et puis il y a la mémoire de la série. Que sont devenus nos personnages? Qu'est-ce que nous avons vu qu'ils ont fait durant toutes ces saisons et qu'on réévalue à l'aune de nos connaissances actuelles? On l'a vu déjà dans les épisodes précédents où il y a un procès de Daniel Larcher interprété par Robin Renucci, qui était une manière en fait de questionner lui ce qui s'était passé, ce qu'il avait fait dans le... Et là, dans cette nouvelle saison, il y a Tekiro qu'on a rencontré dans le premier épisode 1, il y a quelques années. Il venait de naître, et puis maintenant on a Tekiro qui est interprété par Eric Caravaca. Oui, le fils du couple Larcher. Qui a donc 35 ans. Et qui lui pose des questions réelles. Mais qu'est-ce que tu as fait durant l'occupation, papa? Oui, tout à fait. Ça nous interroge tous justement sur l'idée qu'on peut pas passer à autre chose aussi facilement quand une histoire a été aussi forte. Et il y a des sujets, vous avez mis en lumière certains sujets comme la création de la sécurité sociale. Ça m'a frappé. C'est un lieu qui a été créé pour la solidarité. Et aujourd'hui, avec le temps, on a le sentiment que parfois c'est un peu dévoyé. C'est une volonté comme ça d'avoir des sujets forts comme ce sujet-là, la grève, l'exploitation du travail, le droit à l'oubli, le droit des ouvriers plutôt, le communisme, le jeu politique. Tout ça, c'est des sujets que vous avez choisi de mettre en lumière par rapport à d'autres. La sécurité sociale, c'est issu directement de la résistance. Oui. C'est ce que dit notre héros, interprété par Martin Lozillon, qui me dit mais vous travaillez à la sécurité sociale? Il dit non, je l'ai créé. J'ai participé à sa création. Et puis là, on est dans les années 2000, ça marche pas très bien. Oui, voilà, parce que c'est très bien interprété par la dame au guichet qui justement, elle, est dans sa réalité de l'instant et qui oublie peut-être que d'autres avant ont créé ces choses-là qui viennent d'une histoire compliquée et dramatique et traumatisante. Et c'est assez bien vu de le voir comme ça. Mais au moment où Antoine a un malaise, par contre, on voit immédiatement cette solidarité de l'humanité, de ces gens qui travaillent à la sécurité sociale, de ces patients qui, tout d'un coup, alors qu'on pouvait percevoir quelque chose d'un peu froid, d'un peu dur, tout d'un coup, immédiatement, l'humanité se met en branle autour d'Antoine. Ça remet les choses à leur place. C'est pour ça que j'ai un coup de cœur pour cette dernière partie, parce que c'est pas une fin de série, on va dire, où on se débarrasse un peu de l'histoire. Vous appuyez sur certains moments pour remettre la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. Et je trouve ça, ce travail d'écriture assez intéressant. La fiction, donc cette fiction est vendue dans plus de 60 pays. Il y a un nouveau terme, un néologisme qui s'appelle la globalisation. Alors pour ceux qui ne savent pas, on prend le mot global et local et on essaye de faire en sorte que le local devienne universel. La série a une spécificité française très forte. Comment vous expliquer qu'elle puisse marcher et parler à plus de 60 pays dans le monde? C'était au cœur de la démarche de producteur, disons. Peut-être il y a une démarche artistique qui est accompagnée d'une démarche de vente. Moi, j'espérais bien qu'un village français serait une série exportée, destinée aussi à être exportée. C'était volontaire depuis le début. Oui, et c'était une des réponses, y compris aux actionnaires Tetramédia, quand je leur dis on va faire une série qui va coûter plus cher, parce qu'on va mettre plus d'argent à l'image, il faut bien que je défende ça. Et en disant mais oui, mais aussi parce qu'elle sera de meilleure qualité, parce qu'il y aura concrètement plus d'argent à l'image, on va peut-être pouvoir l'exporter. Et on va pouvoir l'exporter aussi parce qu'on va jouer non pas en faisant des copies de séries américaines, qui seront toujours du Canada Dry, ou en pensant à la culture internationale comme étant la culture américaine, mais en se disant on va jouer avec les spécificités de la culture française. Donc quelles sont-elles? L'occupation est une période que malheureusement la France a vécue, que les Américains n'ont pas vécue. C'est une période en plus très particulière de l'histoire de France. C'est un peu aussi le creuset de la France contemporaine,
on parle très souvent de l'occupation, la Bien France, sûr. encore d'aujourd'hui, Bien encore aux sûr. dernières élections. Le point Godwin revient très très vite. C'est vrai. Et puis on tourne ça dans des paysages qui sont des paysages de la France, sans reprendre les mots de Pétain. Oui, éternels. mais en même temps, bon. Ces paysages, la campagne française, le Limousin en particulier, c'est absolument magnifique. Et on va appeler ça un village français, qui est presque une déclaration de... On va faire une série avec des techniques américaines, c'est-à-dire atelier d'écriture, 12 épisodes par saison, le feuilletonnant, série chorale, des personnages qui ne sont pas blancs ou noirs, qui sont beaucoup plus dans la zone grise, qui sont beaucoup plus ambigus, beaucoup plus humains, beaucoup plus complexes. Des personnages qui n'ont pas la solution à tout, qui s'interrogent et qui parfois font des actions qui s'avèrent être des échecs. Ça, c'est comme une des grandes constantes des séries dans le monde entier. Pas tellement de beaucoup de séries mainstream françaises où on a des héros qui sont immédiatement du côté du bien et il n'y a aucun doute sur le fait qu'à la fin, ils vont découvrir qui est le meurtrier et qu'ils auront raison. Là, en l'occurrence, on était dans un monde un tout petit peu plus gris, disons. Et appeler ça un village français était une forme de déclaration d'intention en disant on peut probablement, et plus probablement d'ailleurs, faire des séries universelles justement parce qu'elles parlent d'une culture très particulière, presque très locale, puisqu'on parle, même pas de Paris, on parle de ce qui se passe dans une petite ville du Jura en France dans les années 40. Donc la langue n'est plus du tout un problème et la façon qu'on a de produire aujourd'hui peut être très différente d'il y a quelques années. La langue n'est pas un problème, je ne pense absolument pas que tourner en anglais soit le seul moyen. On a beaucoup entendu ça et beaucoup vu. D'ailleurs, si on tourne en anglais, si on a le malheur de tourner avec des acteurs anglais, les Américains ils vont vouloir le doubler quand même. Ils vont dire bah non, ils ne parlent pas dans le bon anglais. En plus, donc autant... Non, il n'y a pas de... Je pense que ce qui est un frein à l'exportation de nos programmes, c'est pas la langue, c'est la qualité de nos programmes. Exact, là c'est la preuve vraiment avec un village français. Et justement, la fiction française a l'air de fonctionner. Par exemple, Capitaine Marlowe qui fait plus de 6 millions. Il y a un engouement quand même pour cette fiction française aujourd'hui. Vous le décryptez comment? C'est un moment comme ça ou il y a un changement de production peut-être qu'on est un petit peu plus... Il y a un engouement pour les fictions françaises. Il y a déjà une disparition des séries américaines mainstream, comme House, Mentalist ou Les Experts. Pas que les chaînes françaises ne veulent plus les diffuser, mais c'est qu'elles n'existent plus. Parce qu'aux États-Unis, il y a une telle explosion de l'offre de contenu de séries qu'il n'y a plus aucune série aux États-Unis qui vise la famille ou le très grand public comme le fait TF1 ou France Télévisions. Elle vise que des cibles très précises. Et donc, les chaînes françaises n'ont plus accès à des séries extrêmement mainstream qui correspondent à leur structure d'audience. Tout à fait. Donc, mécaniquement, les séries françaises retrouvent le haut du panier, puisqu'il n'y a plus de séries qui peuvent vraiment... les séries américaines ne sont plus au top des audiences, elles sont plus diffusées. Ou celles qui sont diffusées ne sont plus aussi... fédératrices, bien sûr. Puisque les chaînes françaises n'arrivent plus à trouver ces séries, à tel point que TF1 a lancé avec NBC, je crois, et ProSieben, un studio aux États-Unis pour essayer de fabriquer eux-mêmes ces séries dont ils ont besoin. Puis ils les cherchent aussi en France, du coup. Un des phénomènes forts, des effets forts intéressants, je pense, pour tout l'audiovisuel français, de la disparition de ces séries américaines, et de l'arrivée de concurrence venant de Netflix, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, producteurs, auteurs et diffuseurs français sont des partenaires. Ils ne sont plus dans des camps séparés. Nous devons travailler ensemble pour inventer une fiction française qui soit à même de résister à une concurrence internationale qui, jusqu'ici, n'existait pas totalement. Il n'y avait pas tellement de diffuseurs. Le succès de séries comme Capitaine Marlowe, qui est une très bonne série, et je le vois quand même un tout petit peu en demi-teinte, disons, parce que c'est un succès qui se fait majoritairement sur des plus de 60 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune série française, ou très très peu, mis à part quelques tentatives chez OCS, il n'y a aucune série française qui vise explicitement les 15-35. Durant un temps, les diffuseurs nous ont répondu « mais ce n'est pas grave, pour l'instant ils sont sur Internet, et un jour en vieillissant, ils reviendront à la télévision. » Si elle est encore là. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'un seul diffuseur qui vise majoritairement les 15-35 en France, ça s'appelle Netflix. Voilà, et qu'il a donc l'avenir devant lui. Oui, clairement.
je ne sais pas si c'était encore temps, mais il serait temps, je crois, de commander avec beaucoup plus d'ambition des séries qui visent un public plus jeune, quitte à ce qu'ils ne viennent pas tout de suite, mais en espérant les convaincre et surtout les habituer à prendre des habitudes de consommation vers la télévision. De séries françaises. Alors, de télévision, appelons ça d'écran, parce que de toute façon, moi, je ne regarde plus la télévision. Je regarde du replay, mais je ne regarde plus des séries en direct. Donc de toute façon, de regarder juste des programmes, des séries françaises, on a envie de regarder. Et quand on a entre 15 et 35 ans, eh bien, si on veut regarder une série française qui nous est destinée, il n'y en a pas. Oui, c'est vrai, c'est très juste. Donc voilà, on a discuté du village français. Vous avez rendez-vous le 16 novembre, ne pas oublier, en prime, pour les 6 derniers épisodes de la saison 7. Et la volonté, si ça a été que l'amour et la vie persistent, c'est réussi. Ça a été la volonté de cette dernière saison. On sait que lorsqu'on finit une série, il y a un sentiment de tristesse, voire de deuil. On perd, on va quitter nos personnages. Et ce qui nous a guidés, c'était quand même de ne pas finir cette série qui, lorsqu'elle est réussie, est assez émouvante et parfois été dure, de ne pas finir sur une note extrêmement triste, lugubre, que cette dernière saison ne soit pas un long enterrement triste, et de donner une sorte de vision de l'humanité, et notamment du lien entre les gens, et encore plus entre les couples. Et entre les générations. Entre les générations, qui soit aussi un message d'espoir, que cette fin triste pour les téléspectateurs qui disent au revoir au village français, ne soit pas définitivement plombé par en plus une douleur, une souffrance terrible. Et pour prolonger encore durant quelques minutes la série, à l'issue du dernier épisode, il y aura un documentaire qui a été produit spécialement ici par les équipes de Tétramédia Fiction sur les coulisses de la fabrication du village, toute l'histoire du village depuis le début, et puis aussi comment est-ce qu'on essaye de se dire au revoir dans la joie et le plaisir plutôt que dans la tristesse c'est très bien, d'accord. Et donc l'angoisse. Un documentaire à suivre du coup à la fin du 6e épisode. D'accord, parfait. Ça aura peut-être, je pense, le même succès que la journée du patrimoine que vous avez fait cette année avec la grande braderie, la grande brocante, du village français. Voilà, ça a été un beau succès, ça, c'est un beau souvenir. Le 17 septembre, c'était. C'était à Neuilly-sur-Marne, et Neuilly-sur-Marne, c'est là où, durant toutes ces années, on a en fait construit travaillé véritablement dans un studio là-bas. Il y avait nos décors qui étaient construits à l'année, il y avait une rue, il y avait des extérieurs, et il y avait tous nos meubles qui étaient là-bas. Et donc c'était en fait, à la fois il fallait se débarrasser de ces meubles, et aussi en même temps faire un événement, une brocante populaire à Neuilly-sur-Marne, avec des meubles qui étaient vendus 5-10 euros. Il ne s'agissait pas de faire de l'argent, il s'agissait surtout de faire à la fois de déstocker, puis en même temps de profiter de ce moment avec un événement convivial, des food trucks, de la musique. C'était super sympa. Super. Comme la météo était avec nous, c'était vraiment ça. En plus. Bon voilà. Donc rendez-vous donc encore une fois le 16 novembre sur France 3 pour Un village français. Merci Emmanuel. Merci.